Tu as tout maintenu en marche et c'est ce qui est remarquable. Cela révèle toujours le meilleur de chacun de bien des manières. Ce n'était pas annoncé en fanfare. Ce n'était pas en grande pompe. C'est arrivé comme une phrase silencieuse qui a tout changé. L'aube naissante. Ce qui m'a d'abord paru étrange, c'était le silence. Non pas le silence paisible des matins d'hiver londoniens, mais celui qui serre la poitrine sans raison apparente. Dans les couloirs privés de Buckingham Palace, le rythme habituel des allées et venues du personnel s'était presque complètement arrêté. Les portes qui d'ordinaire s'ouvraient en chuchotant restaient bloquées. Les pas qui jadis suivaient un rythme régulier hésitaient désormais à chaque intersection. Au plus profond du bâtiment, une horloge sonna l'heure d'un son qui résonna longuement. Dehors, la ville s'éveillait à peine. Un fin givre recouvrait le trottoir. Le ciel hésitait encore entre le gris et le bleu pâle. Les journalistes commençaient à se rassembler, pressentant quelque chose d'inhabituel. Aucun programme n'avait été communiqué. Aucun communiqué officiel n'avait été diffusé. Pourtant, leur instinct leur disait que quelque chose avait changé pendant la nuit. La foule se forma silencieusement, les voix chuchotées, comme si même les spéculations semblaient déplacées dans le froid. À l'intérieur du palais, le roi Charles était assis à un bureau étroit, près de la fenêtre, les mains jointes devant lui. Les papiers étalés devant lui étaient parfaitement alignés intacts depuis qu'on les y avait déposés. Il les avait déjà lus 2 fois. Chaque mot avait résonné en lui avec une force qu'aucune réécriture ne pouvait atténuer. En face de lui se tenait le prince William Hyde comme un piquet, le regard vide. Le silence qu'il partageait n'était pas politique. Il était personnel. Rien dans la longue préparation de Charles à la couronne ne l'avait préparé à de tels moments. Il avait surmonté les scandales, les tensions constitutionnelles, la fureur publique et les fractures familiales. Pourtant, cette fois, c'était différent. Il n'y avait ni stratégie, ni défense, ni échappatoire. C'était le genre de nouvelle qui ne se plie ni aux institutions ni aux traditions. Elle est arrivée tout simplement et tout ce qui a suivi a dû être reconstruit autour des dégâts. William n'avait pas dormi. C'était évident pour quiconque le regardait à 2 fois. Sa mâchoire était crispée, ses épaules trop hautes, comme si son corps n'avait pas encore appris à supporter le poids de ce qu'il portait. Il était arrivé avant l'aube, sans prévenir, contournant complètement les bureaux annexes. Personne ne l'a arrêté. Personne n'aurait osé. Son expression disait déjà tout. Aucun mot n'a été échangé dans un premier temps. Ce n'était pas nécessaire. La confirmation avait déjà été donnée des heures plus tôt, dans un lieu encore plus secret. Les médecins s'étaient exprimés avec prudence, sans toutefois laisser place aux malentendus. Les conseillers attendaient en marge de la pièce tels des ombres déplacées. Lorsque la pièce fut enfin vidée, il ne restait plus que 2 hommes, un père et un grand-père, un futur roi et un roi en exercice lié non par la couronne, mais par la même insupportable prise de conscience. À 6h07 précises du matin, la décision fut prise sans débat, ni négociation, simplement reconnue. La confirmation serait diffusée ni plus tard dans la journée, ni après une mise en scène minutieuse. Elle serait diffusée dès que l'on trouverait les mots justes, qui ne trahiraient pas la vérité et ne porteraient pas atteinte au peu d'intimité qui restait à la famille. Il ne s'agissait pas d'un scandale à étouffer, mais d'une réalité à respecter. Le service de communication du palais fut activé sans la traditionnelle cascade d'instructions. Aucune procédure n'avait été prévue. Seulement les obligations légales d'annonce et l'impératif moral de discrétion. Les projets circulaient discrètement de bureau en bureau. Chaque mot était pesé avec une solennité inhabituelle. Chaque phrase semblait porter bien plus qu'une simple information. Elle avait des conséquences. Au-delà des pièces officielles, les premières rumeurs commencèrent à circuler. Le personnel les remarqua d'abord de manière subtile. Une aide-soignante s'interrompit en plein discours et ferma les yeux. Un agent de sécurité s'absenta pour répondre à un appel et ne revint que plusieurs minutes plus tard. Un intendant mit fin brutalement à une réunion d'information de routine sans explication. Dans ce genre d'institution, les perturbations se manifestent rarement de façon ostentatoire. Elles s'insinuent par les comportements. Lorsque la première notification parvint au bureau de presse extérieur, le soleil commençait à se lever au-dessus des toits. La pâle lumière hivernale glissait sur les grilles où les caméras bordaient désormais la rue. Personne ne savait encore ce qui l'attendait.
seulement que quelque chose avait rompu le rythme de la journée avant même qu'elle ne commence. Dans une résidence privée ailleurs sur le domaine, Catherine restait invisible. Sa présence n'était perceptible qu'aux mouvements discrets du personnel et aux portes closes que personne n'approchait sans autorisation. La résidence avait basculé dans un mode qui n'avait rien à voir avec le protocole et tout à voir avec la protection. William ne l'avait pas vue depuis avant l'aube. Non pas parce que la distance les séparait, mais parce que certains moments exigent la solitude avant de pouvoir témoigner. Lorsque la version finale de la confirmation parvint au roi Charles pour approbation, il n'y corrigea pas un seul mot. Il se contenta de tenir le document quelques instants de plus que nécessaire, puis il hocha la tête une fois. Ce geste était discret définitif de ceux qui marquent la fin d'un chapitre qu'on y soit préparé ou non. Le public allait bientôt apprendre qu'une tragédie venait d'être confirmée. Ils analysaient le ton, le rythme, le choix des mots. Ils cherchaient des indices dans ce qui était dit et dans ce qui ne l'était pas. Mais, dans cette pièce silencieuse, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était que le prince Louis, le plus jeune héritier de la couronne, se trouvait désormais au cœur d'un moment que personne n'aurait souhaité voir inscrit dans l'histoire. Et lorsque les portes s'ouvrirent enfin ce matin-là, ce ne fut pas la cérémonie qui pénétra la première dans le couloir. Ce fut le cri du chagrin qui peinait à se frayer un chemin à travers des murs érigés pour le pouvoir, ce que le public n'était jamais censé voir. Bien avant ce matin qui allait bouleverser le foyer, avant même que les caméras ne se rassemblent et qu'un seul mot ne soit autorisé à être diffusé. Le quotidien de la famille Wales avait discrètement évolué. Rien de dramatique au début. De petits changements qui seraient passés inaperçus aux yeux du monde extérieur. Une course pour aller chercher ses enfants à l'école discrètement réattribuée. Un emploi du temps raccourci sans explication. Des apparitions publiques retirées de l'agenda. Annoncé dans un langage si neutre qu'il se fondait presque dans la page. Le prince Louis avait toujours été le plus dynamique de la famille. Là où ses frères et sœurs agissaient avec une conscience mesurée du regard des autres, Louis agissait par instinct sans se soucier des attentes. Le personnel le décrivait souvent comme du vent dans des murs érigés pour maintenir l'ordre. C'est ce qui rendait les premiers signes si inquiétants. Il devint plus silencieux, non pas replié sur lui-même au point d'alerter immédiatement, mais suffisamment discret pour que l'on ne s'en aperçoive qu'après coup. Quand on commença à poser des questions, le schéma était déjà bien établi. Catherine fut la première à remarquer que quelque chose clochait. Les mères le sont toujours. Ce que les autres interprétaient comme de la fatigue liée à la routine, elle le ressentait comme un poids plus profond tapi sous la surface. Il y avait des matins où Louis s'attardait plus longtemps que d'habitude à table, son agitation habituelle remplacée par une immobilité qui ne lui était pas familière. Il y avait aussi des après-midi, quand son énergie s'épuisait trop tôt comme s'il avait déjà parcouru une journée qui avait à peine commencé. Et il y avait des moments où son rire arrivait à point nommé, mais disparaissait trop vite. William tenta d'abord de rationaliser la situation. Les enfants ont des difficultés, les saisons changent. La croissance est irrégulière. Pourtant, au plus profond de son raisonnement, un malaise commença à s'installer, un malaise qu'il refusait d'ignorer. Il se surprit à observer plus attentivement, à écouter avec une plus grande attention, à mesurer l'écart entre celui qu'avait été son fils et celui qu'il semblait devenir. Et dans cet espace de plus en plus restreint entre instinct et réflexe d'évitement, ses certitudes commencèrent à s'amenuiser. La première consultation fut organisée discrètement sans cérémonie. Ni annonce, ni transport officiel, ni médecin public. Le véhicule est parti par un portail latéral avant l'aube et est revenu avant même que la maisonnée ne soit complètement réveillée. Les propos tenus ensuite étaient involontairement vagues. Contrôle de routine, visite de précaution. On offrait des assurances sans qu'on les ait demandées. Mais les assurances prodiguées spontanément révèlent souvent la peur même qu'elles sont censées dissimuler. Au fil des semaines, le rythme de vie au sein de la famille a continué de se modifier. George l'a remarqué avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Les enfants le font toujours. Ils posaient des questions auxquelles personne ne répondait directement. Il observait ses parents plus que d'habitude. Charlotte s'était adoucie d'une manière qui ne correspondait pas à son âge. La famille était entrée dans une période d'adaptation silencieuse sans jamais nommer ce à quoi elle s'adaptait. Ce n'était pas du déni, c'était de la protection. Le langage a cette capacité à cristalliser les craintes que certaines familles ne sont pas encore prêtes à exprimer.
Hors des murs du palais, rien ne paraissait anormal. Catherine restait à l'écart de la vie publique, se contentant d'explications que tous avaient appris à accepter sans sourciller. Guillaume maintenait les apparences avec une discipline que seuls ses proches pouvaient déceler. L'institution fonctionnait comme prévu. Contenir, maintenir, avancer. Elle avait toujours excellé dans ce domaine. En revanche, elle n'avait jamais su créer un espace de vulnérabilité sans en faire un spectacle. La seconde consultation médicale ne s'est pas déroulée en secret. Cela s'est passé dans le silence. Non pas un silence qui évite d'attirer l'attention, mais un silence qui accepte qu'elle n'ait plus d'importance. Les spécialistes ont été amenés par des voix contrôlées connues seulement des conseillers principaux. Les réunions étaient plus longues, les propos ensuite plus mesurés. Personne ne prononçait le mot qui planait dans chaque couloir, non par superstition, mais par respect pour la fragilité de la vérité avant qu'elle ne soit pleinement comprise. Au cours de ces quelques jours, l'atmosphère au sein de la résidence a basculé de l'incertitude à la préparation. Les pièces ont été réaménagées, les horaires ont été assouplis. Les mesures de sécurité se sont renforcées non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, privilégiant la confidentialité plutôt que l'exposition. Quand un enfant devient le centre de toutes les décisions, le monde ne se réorganise pas bruyamment. Il le fait dans une soumission silencieuse. William a annulé 2 engagements sans se justifier. L'un de ses plus proches conseillers a enfreint la règle tacite et lui a demandé directement si quelque chose n'allait pas. Guillaume n'a pas répondu immédiatement. Lorsqu'il a finalement répondu, ce n'était pas pour donner des informations, mais pour poser des limites. Pas encore. Ce furent ses seuls mots. Cela suffit à clore la conversation et à faire peser sur ce conseiller un fardeau dont il ignorerait l'ampleur. Lors de la 3e consultation, la famille cessa de faire comme si de rien n'était. Le médecin s'exprima avec une clarté implacable, sans la moindre bienveillance. Les possibilités se réduisirent. Les différentes options furent discutées avec une prudence toute relative, cherchant à entretenir l'espoir tout en reconnaissant la réalité. William écoutait sans interruption. Catherine ne quittait pas la pièce. Ce qui s'y disait ne serait jamais révélé dans son intégralité. Cela n'appartenait qu'à eux trois et à l'enfant au cœur de chaque phrase. Après ce jour, rien ne redevint vraiment comme avant. La vie de famille reprit son cours, car c'est ainsi que les institutions et les parents sont formés. Mais notre boussole intérieure avait changé. Les jours se mesuraient désormais autrement. Le temps n'était plus rythmé par les événements et les obligations. Le temps se comptait par instants, par petites victoires, par craintes inavouées qui s'accumulaient silencieusement la nuit. Le public n'en voyait rien. Il voyait une architecture inchangée, une tradition immuable, une apparence de continuité. Il ne voyait pas Catherine s'attarder plus longtemps que nécessaire devant une porte close. Il ne voyait pas William rester assis après une réunion longtemps après que tous les autres soient partis. Il ne voyait pas comment le plus jeune membre de la famille royale était devenu le plus fragile. Et lorsque le matin de la confirmation arriva, ce que le monde crut soudain se tramait déjà depuis bien plus longtemps que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La salle de décision. La pièce choisie pour la réunion n'était pas l'une des grandes salles d'apparat. Aucun portrait n'ornait les murs. Point de longue table de cérémonie, ni de table d'apparat, ni de table de diplomatie. Cette pièce était plus petite, plus silencieuse, conçue pour des conversations qui ne devaient jamais résonner au-delà de leurs occupants. Les rideaux étaient tirés. Baignés par la pâle lumière hivernale, non pour dissimuler les propos, mais pour les contenir. Entre ces murs, ni rang ni faste n'avaient d'importance. Seule la vérité comptait. Le roi Charles arriva le premier. Il était déjà assis lorsque les autres entrèrent, les mains nonchalamment posées sur ses genoux, le regard fixé non pas sur la porte, mais sur un point d'ombre précis, le long du mur du fond. Il avait reçu des informations préliminaires au cours des jours précédents par étapes. Des phrases soigneusement pesées. Un langage conditionnel des issues probables. Mais ce matin serait différent. Ce matin allait lever le dernier voile entre l'incertitude et la certitude. Le prince William entra sans escorte. Aucun conseiller ne le suivit. Nul ne ferma la porte à sa place. Il le fit lui-même avec une maîtrise si délibérée qu'elle frôlait la fragilité. Il prit place au plus près des médecins, non pas en face d'eux, non pas en opposition, mais près de la vérité qui lui pesait déjà sur la poitrine. Catherine était absente. Non pas qu'elle ait été exclue, mais parce qu'elle en avait déjà assez entendu pour savoir que cette pièce allait tous les bouleverser.
Le médecin-chef prit la parole le premier. Sa voix était calme, ni froide, ni émotive. Un calme que seuls ceux qui ont annoncé maintes fois des nouvelles insupportables peuvent avoir. Il n'a pas commencé par réconforter. Il ne commença pas par des excuses. Il commença par la clarté. Les examens avaient confirmé ce qui jusqu'alors était resté une simple possibilité. Son état était réel. Il n'était pas passager. Il allait progresser. Charles ferma les yeux un bref instant trop court pour que quiconque y voie un effondrement juste assez pour absorber ce que la royauté ne saurait épargner à personne. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'y avait plus aucune effusion. Seulement la dévastation silencieuse d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître le son de la vie se scindant en un avant et un après. Le médecin poursuivit. Les options furent passées en revue, chacune mesurée en semaines et en mois, non en décennies. Le langage restait précis, clinique. Pourtant, sous chaque phrase se cachait la certitude indicible que l'avenir n'appartenait plus à l'ambition, mais à la survie. William ne l'interrompit pas. Il ne posa d'abord aucune question. Ses mains restèrent immobiles sur ses genoux, mais sa respiration avait changé plus lente, plus délibérée, comme s'il rationnait de son air pour lutter contre quelque chose qui montait en lui. Quand il prit enfin la parole, ce n'était pas en prince, mais en père. Il demanda combien de temps il restait. L'assistance ne répondit pas immédiatement. Le silence retomba, non par évitement, mais sous le poids de la vérité qui se muait en mots, pouvant enfin naître. Quand la réponse arriva, elle ne contenait pas de chiffres précis. Elle contenait des fourchettes. Elle contenait une incertitude inscrite dans la probabilité. Elle portait suffisamment de vérité pour dissiper les illusions, tout en laissant place à la grâce. Le roi Charles ne posa qu'une seule question, ni sur le traitement, ni sur le pronostic. Il demanda si son petit-fils souffrait. Le médecin répondit avec précaution. Pas maintenant au sens où on l'entend souvent. Pas encore. Mais le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Cette réponse fut plus dure à entendre que n'importe quelle prévision chiffrée. Charles hocha la tête une fois. Il avait suffisamment souffert pour comprendre le sens caché de cette phrase. La réunion fut brève. Il n'y avait plus rien à débattre, plus de votes à avoir, plus de politique à élaborer. Les décisions concernant la divulgation, le moment opportun et la protection de la vie privée seraient prises ultérieurement. Mais la vérité essentielle avait été révélée. Et une fois qu'une telle vérité entre dans une pièce, elle ne la quitte jamais avec ceux qui en sortent. Elle y reste. Elle en modifie les contours. Lorsque les médecins partirent, ils le firent discrètement. Aucune consolation ne fut prodiguée. Non pas qu'il n'y en eût aucune, mais parce que la consolation appartient à ceux qui en subissent les conséquences, non à ceux qui les expliquent. William resta assis longtemps après que la porte se soit refermée. Charles ne se leva pas. La distance entre eux avait changé. Il n'était plus simplement un père et son fils évoluant au sein d'une couronne. Ils étaient deux hommes unis par la même peur de survivre à un enfant qu'ils aimaient. William prit la parole le premier. Sa voix ne se brisa pas. C'était une forme de rupture en soi. Il déclara qu'il protégerait Louis de toute médiatisation excessive. Il a affirmé qu'il n'y aurait ni spéculation, ni fuite contrôlée, ni manipulation progressive de la presse. Il a déclaré que le moment venu, la vérité serait dite clairement ou pas du tout. Charles accepta sans hésiter. La monarchie avait survécu en maîtrisant son récit, mais ce moment était celui de la clémence, non de l'image. Il fut alors décidé que Catherine ne serait pas contrainte à des apparitions publiques tant que le sol sous ses pieds était encore en proie au chaos. Il fut décidé que Georges et Charlotte apprendraient leur naissance avec les mots choisis par leurs parents et non selon le protocole. Il fut décidé que le poids de l'institution s'adapterait aux besoins d'un enfant et non l'inverse même si ce n'était que pour un temps. Lorsque William se leva enfin, la pièce sembla plus vide qu'avant l'arrivée des autres. Charles resta assis. Il arrive que même les rois perdent leur assurance. Plus tard, il parcourait des salles chargées d'histoire, de lignées et de pouvoir, mais il porterait en lui un fardeau auquel personne ne l'avait préparé, la perte possible du plus jeune espoir de la couronne. À l'extérieur, le palais poursuivait son fonctionnement discret, des messages étaient envoyés, des rendez-vous modifiés, la routine maintenue autant que possible. Car c'est ainsi que les institutions fonctionnent face à la perturbation. Elles continuent d'avancer.
Mais dès l'instant où cette porte s'ouvrit et se referma, aucune procession, aucune cérémonie, aucune période de festivité ne serait plus jamais épargnée par ce qui venait d'être confirmé entre ces murs. Et quelque part, au-delà de ces murs, ignorant tous des mots qui régissaient désormais chaque respiration autour de lui. Le prince Louis poursuivait sa journée au sein d'une demeure qui venait de prendre conscience de la fragilité de son avenir. L'enfant au centre de la couronne. Avant même que le monde ne retienne son nom à la une des journaux, avant que le poids des responsabilités ne pèse sur les pièces du pouvoir, le prince Louis était connu au sein de la famille royale pour toute autre chose. Il était mouvement, il était bruit, il était l'étincelle imprévisible dans des pièces régies par la routine. Là où ses frères et sœurs avaient appris très tôt la discipline de la discrétion, Louis découvrait la joie sans permission. Il dansait dans les couloirs réservés à la formalité. Il riait trop fort au moment où le silence était de rigueur. Sans le vouloir, il rappelait à tous que la monarchie laissait encore place à l'enfance. Le personnel avait toujours parlé de lui différemment, non pas avec révérence, mais avec affection. Il posait des questions sans attendre de réponse. Il remarquait des choses que les autres laissaient passer sans y prêter attention. Un jour, il interrompit tout un convoi de sécurité pour montrer à un garde un dessin qu'il avait réalisé. Le retard provoqua une vague de panique contenue qui se dissipa dès que le garde s'agenouilla et accepta le papier avec un sourire. Des moments comme celui-ci demeuraient gravés dans la mémoire silencieuse du palais. Inconscience spontanée, profondément humain. Catherine disait souvent que Louisie ressentait le monde avant de le comprendre. Il n'abordait pas la vie avec prudence, mais avec engagement. Quand il courait à corps perdu. Quand il riait, son rire emplissait des pièces qui depuis longtemps avaient appris à contenir le son. Quand il pleurait, ce n'était pas un rire forcé, c'était un rire pur. Même William, habitué depuis son enfance à mesurer ses réactions face aux caméras et aux conséquences, se laissait aller à une vulnérabilité qu'il n'aurait jamais osé avoir en présence de son plus jeune fils. Ailleurs, dans les premières semaines de ce qui allait devenir son déclin, ses traits lumineux s'estompèrent, sans éclat. C'était si subtil qu'on aurait pu le prendre pour une simple fatigue. Mais Catherine remarqua qu'il ne traversait plus les pièces avec la même assurance insouciante, qu'il s'arrêtait avant de monter les escaliers qu'il gravissait autrefois à toute vitesse, qu'il s'appuyait plus souvent contre elle, non pas pour attirer son attention, mais pour se rassurer. Il y avait encore des jours où il semblait inchangé, des jours où les rires revenaient de plus belle et où toute la maison poussait un soupir de soulagement collectif. Ces jours-là, l'espoir n'était pas un déni, mais une bouffée d'oxygène. Les adultes qui l'entouraient avaient appris à apprécier ces petits bonheurs sans les remettre en question. Quand un enfant sourit malgré la peur, on accueille ce sourire avec joie. On ne lui demande pas de se justifier. George se rapprocha de lui sans qu'on le lui demande, sans qu'on l'y incite, simplement poussé par l'instinct de protéger ce qu'il ne pouvait pas encore nommer. Charlotte observait en silence. Elle avait toujours absorbé les pièces en silence. À présent, sa conscience s'était aiguisée. Elle avait compris avant même qu'on le lui apprenne que quelque chose avait bouleversé l'équilibre familial. William souffrait le plus de l'entre-deux entre devoir public et angoisse intérieure. À la maison, il était un père qui gérait le temps avec le plus grand soin. En public, il restait l'héritier honorant ses engagements sans se soucier des besoins de ceux qui, au palais, avaient le plus besoin de lui. La séparation n'était pas seulement logistique, elle était aussi psychologique. Il avait appris à sortir de son chagrin sur le seuil d'une porte pour y replonger des heures plus tard, comme s'il passait d'un monde à l'autre sans se reconnaître. Catherine, elle, ne faisait pas cette distinction. Elle demeurait au cœur même du foyer sans prendre ses distances. Elle était présente à chaque instant au chevet du malade, au repas, dans le calme, loin des regards indiscrets. S'il existe un langage maternel, elle le maîtrisait parfaitement par le toucher, par le silence, par une patience qui ne se manifestait jamais comme une force. Pour Louisie, le monde continuait comme avant, du moins en apparence. Les cours avaient toujours lieu. On lisait encore des histoires à voix haute. On jouait encore à un rythme plus lent. Personne ne lui avait encore dit ce que le temps lui révélerait plus tard. En toute simplicité. Les enfants comprennent plus qu'on ne leur dit. Mais parfois, la protection ne réside pas dans l'information, mais dans le fait de laisser l'innocence vivre son propre cycle. Il y avait des moments où il posait des questions qui planaient plus lourd qu'elles n'auraient dû l'être.
Des questions sur sa fatigue, sur le fait qu'il ne voulait plus courir comme avant, sur le fait que tout le monde le regardait parfois alors qu'il pensait qu'il ne les voyait pas. On lui répondait doucement, mais pas complètement. La vérité n'avait pas encore eu la permission d'apparaître dans toute sa plénitude. Le soir, quand les lumières s'éteignaient et que le palais s'apaisait, Catherine restait souvent éveillée plus longtemps que nécessaire, non seulement par peur, mais aussi parce qu'elle avait conscience que ces instants étaient désormais comptés d'une manière inédite. Chaque rire, chaque histoire, chaque pas lent vers le sommeil. Le temps était devenu quelque chose de sacré et de fragile au lieu d'être une promesse. William restait parfois sur le seuil à écouter plutôt que d'entrer. Non par désir de distance, mais parce qu'il n'osait pas toujours regarder. L'idée de se souvenir de son fils dans le présent lui semblait trahir la conviction que l'enfance devait s'étendre à l'infini. Et pourtant, une part de lui comprenait déjà que le souvenir devenait aussi important que l'espoir. À l'intérieur de l'institution, les discussions se poursuivaient sur le confinement et la préparation. Mais au sein de la famille, tout ce langage importait peu. Ce qui comptait, c'était l'enfant qui aimait encore coller son front à la vitre pour regarder le ciel changer au crépuscule. Ce qui comptait, c'était la façon dont il tendait encore les bras vers ses deux parents à la fois lorsqu'il était fatigué. Ce qui comptait, c'était la façon dont la maison s'adaptait à sa présence sans jamais en donner la raison. Lorsque l'histoire se penchera enfin sur ce moment, elle parlera de succession d'héritages et de conséquences. Elle nommera les structures, les institutions et les transformations. Mais ceux qui étaient au cœur de cette histoire se souviendront de quelque chose de bien plus simple et de bien plus lourd. Ils se souviendront d'un garçon qui jadis courait librement dans des salles dignes des rois. La confirmation qui changea la maison de Windsor. Au moment où la confirmation fut prête à être diffusée, le palais était déjà plongé dans un silence d'un autre ordre. Non pas le calme de l'attente, mais le silence discipliné qui suit une décision irrévocable. Les mots avaient été choisis avec une précision chirurgicale. Rien de superflu, rien d'évasif. Chaque phrase taillée pour exprimer la vérité sans tomber dans le spectacle. Le roi Charles et le prince William ne s'exprimeraient pas séparément. Ce serait une confirmation conjointe, un front uni. Non pas de pouvoir, mais de douleur. Le choix du moment était délibéré, ni trop tôt pour paraître précipité, ni trop tard pour susciter des spéculations. La sortie aurait lieu en fin de matinée, permettant ainsi au public européen et nord-américain de la recevoir simultanément. Le palais savait précisément à quelle vitesse le message se propagerait. Ce qu'il ignorait, c'était son impact profond. Certaines nouvelles se répandent à travers le monde comme la météo. Celle-ci se propagerait comme un tremblement de terre, d'abord silencieux puis partout. Dans un petit bureau de communication situé près des appartements privés, le document final a été lu à haute voix une dernière fois. Aucune modification n'a été apportée. Aucune contestation juridique n'a été soulevée. Aucun ajustement stratégique n'a été nécessaire. Chacun dans la pièce comprenait qu'une fois publié, le texte entrerait dans l'histoire repris, analysé et diffusé dans des lieux qu'aucun d'eux ne pourrait contrôler. Pourtant, personne n'a protesté. Les mots n'étaient pas parfaits. Ils étaient simplement sincères. Catherine n'a pas lu la version finale avant sa publication. C'était un choix délibéré, non par exclusion, mais par instinct de conservation. Certaines vérités sont plus faciles à accepter qu'à lire. William, lui, l'a lu. Il est resté seul près d'une fenêtre. Une fois sa lecture terminée, il n'a laissé transparaître aucune réaction. Il plia simplement le papier une fois et le déposa sur une table comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Lorsque la confirmation parut, il n'y eut ni annonce préalable, ni avant-première, ni spéculation. Elle fut diffusée d'un seul trait par les canaux officiels du palais. Le communiqué commençait par des remerciements, non par des excuses. Il confirmait que le roi et le prince de Galles faisaient cette annonce conjointement. Il précisait que le prince Louis avait été confronté à une grave maladie nécessitant des soins et une protection constante. Cela confirmait que les récents changements dans l'emploi du temps familial étaient dus à cette réalité. Le message se terminait par une demande de respect de la vie privée qui, loin de solliciter la pitié, la suscitait par sa retenue. La réaction fut immédiate et mondiale. Les rédactions modifièrent leur programme en quelques secondes. Les présentateurs baissèrent les yeux vers leurs écrans, puis les relevèrent vers les caméras, le visage empreint du poids de ce qu'ils venaient de lire. Les réseaux sociaux
Loin de se livrer à un spectacle excessif, s'enflammèrent d'un silence d'une autre nature. Les cycles habituels de moquerie et de théorie du complot s'interrompirent, frappés par la gravité du nom d'un enfant, un nom qui évoque la fragilité. Au sein du palais, personne ne célébrait la rapidité de la propagation. On se contentait de la constater. Dans les bureaux restés silencieux pendant des heures, les écrans brillaient en silence. Les équipes de lutte contre le sida observaient les chiffres grimper en flèche sans un mot. Les regards échangés par le personnel exprimaient une compréhension plutôt qu'une stratégie. Ce n'était pas le moment d'analyser l'impact, mais celui d'en mesurer les conséquences. William et Charles ne firent aucune apparition publique ce jour-là. Aucune photographie ne fut diffusée, aucun discours ne fut enregistré. L'institution ne chercha pas à immortaliser l'événement par une image. Elle laissa les mots parler d'eux-mêmes. Ce choix était en soi sans précédent. La monarchie avait toujours compris le pouvoir de la visibilité. Ce jour-là, elle choisit l'absence. Catherine demeurait invisible. Sa présence ne se faisait sentir que par les mouvements discrets du personnel qui se déplaçait avec une prudence inhabituelle dans les couloirs près de ses appartements privés. Ses proches savaient que la maternité n'a pas besoin de témoins dans ces moments les plus difficiles. Le monde viendrait plus tard. Pour l'instant, seule la famille comptait. Au sein de la famille royale, les réactions se sont manifestées discrètement. Camilla s'est retirée des réunions prévues sans explication. Les conseillers principaux ont annulé des réunions d'information planifiées de longue date, comme si l'appareil d'État lui-même s'était figé. Même les gardes aux portes se déplaçaient différemment avec une douceur subtile qui n'avait rien à voir avec le protocole et tout à voir avec une réaction humaine. Partout dans le monde, des gens qui n'avaient jamais rencontré l'enfant se sentaient liés à lui par une rare vulnérabilité partagée. Les commentateurs ne débattaient pas. Ils pesaient leurs mots. Ce jour-là, point de discussion sur l'héritage ou la succession, seulement des réflexions sur l'innocence et l'incertitude. Pour une fois, la couronne n'était plus perçue comme un symbole, mais comme un membre de la famille. Pour William, cette libération n'apporta aucun soulagement, mais une exposition médiatique. La vérité jalousement gardée appartenait désormais à des millions de personnes. Cette transition avait un coût émotionnel considérable. Il en comprenait la nécessité. Il y avait consenti. Mais le consentement n'efface pas la douleur. Il ne fait que la canaliser. Et lorsque la vague de réactions initiales s'est estompée et que le monde a commencé à assimiler ce qui lui avait été annoncé, la famille est revenue à une réalité intérieure qu'aucun communiqué de presse ne pouvait changer un enfant qui se réveillait chaque matin dans l'incertitude. Des parents qui apprenaient encore à porter le fardeau sans savoir combien de temps cela durerait. Un grand-père qui savait encore que les titres ne protègent pas du temps. La confirmation avait tout changé publiquement, mais en privé, la transformation s'était déjà opérée bien avant que le monde n'en entende parler. Que se passe-t-il après un silence pareil? Après que la confirmation eut fait le tour du monde et s'était ancrée dans la conscience collective, le palais ne retrouva pas son fonctionnement normal. Il s'adapta à l'absence comme seules les institutions dotées d'une longue mémoire savent le faire. Les activités reprirent de modifier. Les réunions reprirent sur un ton plus mesuré. Les projets se poursuivirent sous la conscience tacite qu'un élément irréversible planait désormais sur chaque avancée. Pour le roi Charles, le poids de cette épreuve se fit sentir différemment. Son règne était déjà marqué par le temps qui lui était compté. La maladie avait bouleversé son rôle de souverain. Désormais, cette prise de conscience s'était enrichie d'une nouvelle dimension. L'incertitude quant à l'avenir de son petit-fils rendait chaque instant passé en famille d'autant plus précieux. Il ne laissait rien paraître de cette angoisse. Il la portait dans le calme entre deux obligations officielles, là où les rois peuvent enfin se permettre d'être des grands-pères. Pour Guillaume, la transformation fut plus profonde et plus immédiate. La frontière entre futur et présent s'estompa. Il avait toujours perçu la couronne comme un héritage. Désormais, il la comprenait comme quelque chose qui ne pourrait jamais protéger ce qui comptait le plus. Le changement ne fut pas spectaculaire, il fut intérieur. Un recentrage des priorités, une définition plus précise de ce qui méritait véritablement un sacrifice. L'ambition qui avait jadis façonné sa longue préparation commença à céder la place à quelque chose de plus calme et de plus durable. Catherine demeurait le pilier discret autour duquel la maisonnée s'organisait. Sa force ne s'affichait pas. Elle se manifestait par la répétition, la patience.
L'héroïsme ordinaire de se présenter encore et encore lorsque la certitude s'était évanouie. Elle n'offrait ni spectacle ni stratégie, seulement une présence. Et parfois, la présence est la seule forme de pouvoir capable de survivre au désespoir. George et Charlotte percevaient la tragédie différemment. Les enfants ne la comprennent pas avec le langage des adultes. Ils l'absorbent à travers les changements d'atmosphère, le silence qui s'installe dans les pièces, la voix plus basse des adultes. Ils n'avaient pas besoin de toute la vérité pour comprendre que quelque chose avait changé la gravité de la situation. Leur rôle d'aînés s'alourdissait d'une manière à laquelle personne ne les avait préparés. Pourtant, au sein de ce fardeau, l'instinct les guidait vers la bienveillance. Le prince Louis lui-même restait au centre de chaque calcul tacite. Chaque décision était dictée par ce qu'il pouvait supporter. Chaque jour était abordé non comme une certitude, mais comme un cadeau. La famille apprit à vivre sans présumer à chérir, sans prévoir à espérer, sans exiger que cet espoir se justifie par des promesses de pérennité. Au sein de l'institution, des conversations empreintes d'une nouvelle humilité s'engagèrent sur la continuité. La succession avait toujours été envisagée comme une fatalité. On l'abordait désormais avec une conscience aiguë de sa fragilité. Le mythe de la certitude qui jadis entourait la couronne s'estompa face à la vulnérabilité humaine. Pour la première fois depuis fort longtemps, la monarchie ne se sentait plus intouchable. Elle se sentait mortelle. Pourtant, elle ne s'est pas effondrée sous cette prise de conscience. Elle s'est réorientée. Il y a une différence entre effondrement et transformation. L'effondrement efface. La transformation remodèle. La couronne n'a pas renoncé à ses devoirs. Elle a appris à agir autrement, portant le deuil en son sein. L'histoire permet ce genre d'adaptation. Elle l'a toujours fait. L'attention du public s'est peu à peu estompée comme toujours. L'indignation s'est dissipée. Les gros titres se firent plus rares. De nouvelles histoires prirent place dans le défilement infini du temps. Mais la famille demeura là où elle avait toujours été depuis ce premier changement discret des mois plus tôt. Au cœur du lent rythme quotidien fait d'incertitude et d'attention. À l'abri des regards, au cœur de l'amour éternel quelque part, entre ces murs, un enfant contemplait encore le ciel changer chaque soir. Il tendait encore les bras vers ses deux parents à la fois. Il riait encore quand il en avait la force. Le monde mesurera peut-être un jour cette période en chiffres, en résultats et en héritage. Mais à la maison seule, les instants comptaient, et parfois seuls les moments vécus subsistent véritablement. Certaines histoires se déroulent bruyamment, d'autres en silence. Ceci n'est pas une histoire de scandale ou de spectacle. C'est l'histoire d'une famille confrontée aux limites du pouvoir, à la fragilité de la jeunesse et à la vérité que même une couronne ne peut maîtriser le temps. Quoi qu'il arrive, rien n'effacera ce qui a déjà été vécu. Le silence qui a accompagné cette confirmation règne désormais au sein de la plus ancienne institution britannique, non pas comme une faiblesse, mais comme un rappel. Un rappel qu'à chaque titre se cache un cœur qui bat, et qu'à chaque trône se trouve une famille qui, comme toutes les autres, avance sans certitude vers l'inconnu.